Moselle Sport avec Véloland, votre spécialiste pour toute la famille. Salut les sportifs, salut les sportifs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Moselle Sport. Aujourd'hui, j'ai plein de belles choses dans ma besace. Vous aimez la natation? J'ai de la natation. Vous aimez le tennis? J'ai du tennis. Vous aimez l'athlétisme? J'ai de l'athlétisme. On passe au sommaire. Nous commencerons par aller au Woodstock du vélo. C'était à Rozeiriol avec la course des crapauds. Ensuite, direction la piscine. En même temps, il fait plutôt chaud avec le meeting national qui s'est tenu à la piscine olympique de Metz. Ensuite, un petit détour par Forbach avec le meeting international d'athlétisme qui s'est tenu au Schlossberg. Et enfin, nous prendrons la capsule temporelle du Moselle Open avec Julien Bouter. Nous reviendrons sur l'édition 2004. Vous êtes prêts? On remonte les chaussettes et c'est parti pour le sport du week-end. Alors avec moi, c'est un globe-trotter qui va s'installer de Sochaux à Metz. Il a vu les Grenats s'imposer, puis il a assisté au titre de Metz Handball jusqu'à Roland-Garros où il est allé encourager de toutes ses forces le Messin Hugo Humbert. Arnaud Desmerlet ne s'est pas beaucoup reposé, mais il a bonne mine. Comment ça va, Arnaud? Salut Mathieu, ça va très bien. Ce fut effectivement un week-end riche en émotions, mais de très bons moments entre effectivement la possible montée du FC Metz, ce titre de Metz Handball, et puis effectivement Roland Garros avec Hugo Humbert, Léolia Jean-Jean, Lucas Pouille et la Marseillaise. C'était plutôt pas mal. En face, pas beaucoup de repos non plus, mais sa jeunesse le sauve. C'est Valentin Lachaud, notre deuxième chroniqueur venu de Let's Go Metz. Comment ça va? Ça va et vous? Oh, ça va toujours très bien, écoute. Toi aussi, tu étais à Sochaux, ça va? T'es redescendu au niveau des émotions? Pas encore, mais bon, je pense que je vais pas avoir le choix vendredi. Alors comme annoncé, on va commencer par une ambiance qui va te plaire justement, Valentin. On va se rendre à Rozeiriol pour la course des crapauds. Aymeric Guillaume a enfilé sa plus belle chemise à fleurs et est parti pour nous faire partager l'ambiance. Reportage. Les crapauds partent en vacances, c'est le programme de cette 33e édition. Après quelques mètres, on se rend très vite compte que l'on est au bon endroit. Et au cœur du village, nul doute, des cyclistes il y en a et ici on sait recevoir. Alors les objectifs sont multiples, mais c'est avant tout de réunir la grande famille des crapauds avec les coureurs, les partenaires, les bénévoles. Et c'est ce qui nous fait vibrer la 10-11 mois de l'année de préparation. Et puis le vélo, c'est un petit peu un prétexte pour faire la fête. Là, la météo colle parfaitement au thème. Le thème des vacances, on y est là. Nous, ça fait une semaine qu'on est sur site et déjà on a pris des couleurs. Plus de 1500 coureurs tentent de faire le meilleur temps sur cette course de 24 heures. Si le timing est d'or, les tenues, elles, sont libres, parfois trop libres. Ouais, c'est le départ, donc les crapauds, chaque année, le premier tour est demandé à être dégusé, donc ça c'est la tenue concoctée par Kiloutou. Et ça laisse quelques traces du coup, ce genre de tenue? Ouais, on verra sous la douche quand ça va piquer. Des performances qui se font sous l'œil des fans ou des supporters venus encourager les participants. Parce que dans le village, il faut aussi savoir profiter. Je suis présente ici parce que j'accompagne mes amis qui participent au crapaud. C'est la première fois que je suis ici. J'aime beaucoup tout ce qui se passe là-bas. Vous voyez que c'est une très belle place et c'est un événement... Pour moi, c'est exceptionnel, c'est une fête. Record, prouesse, mais aussi convivialité. Cette 33e édition des crapauds fait le plein, sous le soleil, et continue d'être un incontournable avant l'été. On l'a vu, l'ambiance était parfaite, le soleil était au rendez-vous, mais n'oublions pas le sportif, Valentin, il y a eu des belles performances quand même. C'est ça, parce que même si les crapauds, c'est avant tout un esprit de fête, où on boit des coups entre amis et on partage l'esprit du vélo, il y avait aussi le côté sportif, et ça, c'est l'équipe Cyclo-Run Isbach qui l'a gagné avec 33 tours, ça fait à peu près 397 km. Donc c'est une très très belle performance. Pendant que leurs copains buvaient des coups, eux, ils ont fait les tours pendant la nuit à la petite lampe torche. Ils se sont donnés et ça a payé, et en tout cas, c'est une très bonne chose.
Arnaud, c'est devenu un incontournable cet événement juste avant l'été. Ça rassemble énormément d'amateurs de sport, mais pas que. Ouais, effectivement, c'est vrai que le jour des inscriptions, généralement, le nombre de places est limité, environ 1500, et ça part comme des petits pains. Au bout de 5-6 heures, il y a vraiment plus de place. Et c'est vrai que Valentin l'a rappelé, il y a le domaine sportif, parce que 397 km en 24 heures, faut quand même le faire, hein. On rigole, on parle du festif, mais sportivement, c'est du costaud. Oui, c'est solide. Et après, effectivement, c'est vraiment une grande fête populaire. C'est la grande fête du vélo, mais de l'association aussi du Mont-Saint-Quentin, vraiment, qui prépare ça avec attention pendant un an. On l'a vu avec ses déguisements. Effectivement, il y a ce petit côté festif, il y a des feux d'artifice, il y a aussi des shows de freestyle, il y a des concerts. Donc effectivement, c'est la bonne humeur garantie, et c'est un moment important, comme je le disais. C'est le Woodstock du VTT, comme il est surnommé, comme tu l'as dit en préambule. Donc forcément, tous les ans, il y a plein de personnes qui viennent assister vraiment à cette manifestation et qui viennent aussi y participer. Donc c'est un moment à ne surtout pas rater. Personnellement, ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds sur un vélo, mais ça m'a donné envie d'aller planter ma tente et de m'amuser aussi. On va y mais je suis pas sûr que tu ferais du vélo, ce serait surtout pour boire des coups. Ah, on va faire 2-3 tours quand même pour rigoler, mais je sais pas trop ce que ça peut donner. En tout cas, il faisait chaud. Rendez-vous est pris pour l'an prochain? On a beaucoup de rendez-vous déjà, Arnaud, tu le sais. À un moment, il faut les honorer, Mathieu. En tout cas, il faisait très chaud ce week-end et il y en a qui ont eu une excellente idée, c'est qu'ils se sont mis tout simplement à l'eau. C'est notre focus du week-end. Il ne s'agit pas simplement de se mettre à l'eau pour le bonheur de se mettre à l'eau, puisque la France a plongé dans le grand bassin messin. 390 nageurs issus de 52 structures se sont réunis pendant 3 jours. C'était le 5e meeting national de natation de Metz. Un événement avec des enjeux multiples. Et là, on repart vraiment, contrairement à ce qu'on a dit juste avant, sur du sportif, puisqu'il y avait de beaux enjeux, comme nous l'explique le directeur technique de l'événement. Oui, c'est ça, ça permet de se confronter, de se mesurer aux autres et puis de prendre un peu de repères avant les championnats qui arrivent dans quelques temps. Aujourd'hui, c'est un meeting national, c'est qualificatif pour les championnats de France élite et les championnats de France d'été. Ce que ça leur apporte, c'est une période de travail importante. On est à 15 jours des championnats de France élite et puis on a la chance d'avoir des nageurs internationaux. Comme je le disais, loin d'être un week-end de barbotage, plusieurs records ont été battus, notamment par des Messins. Et on écoute Zachary Verman et Émilie Préter, nageurs de Metz. Ça confirme tout le travail fait jusque-là dans l'année. Parce que même en période de travail, j'ai réussi à enchaîner en tout 14 courses, il me semble, ce week-end. Et je suis assez fier de moi. Ouais, je suis plutôt content de ce que j'ai fait. J'ai amélioré mon temps d'une demi-seconde, alors qu'on est sur une période de charge. Du coup, ouais, c'est plutôt pas mal. On est venu ici dans l'optique de voir où on en était au niveau de la forme avant les championnats de France. Et là, c'est plutôt encourageant. Alors non, on peut aussi saluer l'organisation sur cet événement, puisque ça a pas mal sué autour du bassin pour faire en sorte que tout se passe bien. On n'organise pas ça comme ça en claquant des doigts, et c'était un bel événement. Oui, effectivement, tu l'as rappelé, tu as rappelé les chiffres, 390 nageurs, 52 clubs. Finalement, là aussi quand même, c'est un petit peu la fête de la natation mosellane à Metz. Mais après, sportivement, on est à 5 jours, comme l'a rappelé le directeur des championnats de France élite. C'est finalement la dernière répétition en général avant ces championnats de France. Pour d'autres, comme Émilie Préter, c'est encore différent, puisqu'elle vise les championnats d'Europe junior. Elle est qualifiée pour 2 relais, le 4x100 mètres et le 4x200, plus le 50 mètres nage libre. Ça prouve encore une fois que la Moselle est une terre de jeu, mais surtout une terre de sport. Toutes les semaines, tous les week-ends, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, messieurs. Il se passe quelque chose d'incroyable un peu partout en Moselle, et donc ce week-end c'était du côté donc de la natation messine. C'est un bel événement, 5e édition, comme je le disais, répétition générale avant les championnats de France, et c'est devenu vraiment un rendez-vous important pour tous ceux qui finalement font la natation en Moselle. Alors Valentin, Arnaud vient de le teaser un petit peu, il y a pas mal d'événements concrets qui vont arriver pour la natation, peut-être même trop. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'est ça, parce que évidemment Arnaud l'a introduit, il va y avoir les championnats de France élite qui vont se tenir à Rennes à partir du 11 juin, si je dis pas de bêtises. Donc il va déjà y avoir cette première échéance. Ensuite, il va y avoir toutes les séries d'été qui vont se tenir un peu partout. Pour ceux qui auront la chance de voyager un petit peu, aller prendre le soleil, ça se passera en Grèce, ça se passera à Poitiers pour ceux qui auront un peu moins de chance. C'est vrai. Puis au-delà de ça, il va surtout y avoir les championnats du monde qui vont se tenir au Japon, à Fukuoka, qui ont été reportés, qui devaient se tenir à la base en 2022, ils vont se tenir cet été, mais il va y avoir un embouteillage derrière, puisqu'il y a évidemment les Jeux Olympiques qui arrivent l'année prochaine en 2024 à Paris, mais il va de nouveau y avoir des championnats du monde au Qatar en février, parce qu'ils ont été décalés. Donc là, on arrive à un moment où il va commencer à pas falloir se rater,
Et c'est pour ça qu'évidemment, on a beaucoup de nageurs qui viennent préparer, qui viennent, comme on l'entendait dans le reportage, nager, faire des courses pour essayer de prendre un peu le rythme, pour pouvoir enchaîner tout ça. Voilà, bonheur à ceux qui seront en forme sur ces échéances très très rapprochées, et ceux qui vont louper le train, ça va être un petit peu compliqué pour eux. En tout cas, il y en avait pour tous les goûts ce week-end en Moselle, puisque nous sommes également allés à Forbach, où se tenait un meeting international d'athlétisme. C'est notre séquence Terre de jeu. Le complexe sportif du Schlossberg à Forbach était plein ce dimanche, avec plus de 1500 spectateurs venus encourager les perchistes, les sprinteurs, les lanceurs. Tous participaient à la 31e édition du meeting international d'athlétisme. Et Ma Faketti est allée voir comment ça se passait pour nous. Prêt ? La 31e édition du meeting international d'athlétisme de Forbach a été marquée par des performances de très haut niveau. Parmi elles, la victoire de Marie-Ange Rimlinger aux 100 mètres. La Forbachoise s'est imposée sur cette aire en 11 secondes et 43 centièmes. C'est un chrono qui est correct et qui est bon. J'ai eu de bonnes sensations. J'étais surtout venue chercher des sensations et avoir des courses pour automatiser les gestes techniques. Donc c'est de l'entraînement et c'est surtout c'est chouette de courir à la maison. Il y a la famille, il y a les amis et il y a le public forbachois. Donc c'est toujours cool de sentir soutenir et soutenu. Chez les hommes, c'est l'Iranien Hassan Taftian qui s'est illustré aux 100 mètres en 10 secondes et 12 centièmes. L'autre grande performance du meeting, c'est celle de Willem Bellossian. Il a signé la meilleure performance française de la saison sur 110 mètres haies avec un chrono de 13 secondes et 23 centièmes pendant les séries. En finale, il s'est imposé en 13 secondes et 40 centièmes. Tout s'est joué sur le départ, j'ai l'impression que je tape un peu la première, donc ça, voilà, taper la première sur un 110 mètres haies, ça fausse un peu toute la course. Donc je me bats un peu pour rattraper pendant la course, mais c'est peine perdue parce qu'en fait j'ai pas assez de vitesse emmagasinée au début, donc c'est ce qu'il faudra que je regarde et que je règle pour les prochaines courses. Côté perche, le grand favori, Valentin Lavillenie, sort du lot. C'est le seul perchiste à avoir franchi la barre des 5,41 m. Ces performances permettent aux athlètes de préparer leur future compétition à 14 mois des Jeux Olympiques de Paris 2024. Bon Arnaud, parlons de Schlossi, la mascotte du Schlossberg. Ah, t'as kiffé? Ah, je l'ai adoré. Mais non, on va parler de la vraie mascotte. La vraie mascotte, c'est Marie-Ange Rimlinger, vrai espoir de l'athlétisme mosellan. Elle fait tomber les barrières une à une. Oui, effectivement, on avait déjà parlé dans cette émission, c'était en février dernier, après les championnats de France à Miramas, où elle avait remporté les 2 titres sur 60 mètres et 200 mètres. On voit qu'elle est préparée vraiment pour cette campagne d'été, c'est important pour elle, c'est la saison avant les Jeux Olympiques. On sait qu'elle fait partie du contingent qui peut rêver justement participer aux 4x100 mètres dans un peu plus d'1 an à Paris. Donc cette saison, c'est la saison peut-être de la confirmation, en tout cas une saison importante. Elle l'a commencé chez elle à domicile. Alors le temps, elle était plutôt satisfaite, 11,41 ou 11,43, je ne sais plus exactement. C'est pas exceptionnel hein, pour quand même une jeune femme qui brigue les Jeux Olympiques. Après, on est en tout début de saison, donc attention. Elle a gagné à domicile devant ses proches, c'est jamais simple au niveau des émotions et comme elle le disait dans le reportage, elle était surtout la recherche de sensations. En tout cas, on est content vraiment d'avoir une athlète qui est mosellane et qui peut briguer vraiment une place aux Jeux Olympiques dans une épreuve de vitesse. Il n'y en a pas beaucoup finalement. On a Quentin Bigot, mais c'est au marteau. On a d'autres athlètes, mais pas forcément dans des épreuves phares comme le 100 mètres. Donc on va suivre avec attention Marie-Ange Rimlinger parce qu'on sent qu'elle a vraiment un potentiel. Elle a vraiment émergé depuis un peu plus d'1 an. Elle a plus de blessures. On va voir ce qu'elle peut faire, mais en tout cas, c'est plutôt intéressant. Au niveau mosellan, on peut aussi signaler la performance de Jan Schrub qui a explosé son record en 5000 mètres. C'était pas au Schlossberg, mais en tout cas, lui aussi, il a dans un petit coin de sa tête déjà les Jeux Olympiques et on voit que aujourd'hui, il se concentre un petit peu plus sur l'athlétisme et que tout de suite, les perfs tombent. Jan Schrub, c'est très très costaud ce qu'il est en train de réaliser cette saison. Ses sorties sont rares, mais à chaque fois qu'il est sur le terrain, ça rigole pas du tout. On aura l'occasion, je pense, de le revoir souvent. Effectivement, il pourrait sortir du bois cet été. Il va peut-être arriver un petit peu caché pour les Jeux Olympiques, mais on peut peut-être mettre une pièce sur lui. En tout cas, peut-être pas pour un podium, encore que, mais en tout cas pour être finaliste, c'est pas impossible. On compte sur lui en tout cas pour faire de belles performances. Et on va tout de suite basculer sur notre dernier sujet du jour. On va parler tennis. La planète tennis actuellement voit la vie en rouge, le rouge
terre battue. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul tournoi qui compte, c'est le Moselle Open. Et on va faire tout de suite notre retour avec la capsule temporelle, direction l'édition 2004, avec Julien Bouter et Arnaud Desmerlet. Les 4 sacres de Jo-Wilfried Tsonga, les 3 couronnes de Gilles Simon, le 2e titre ATP de Novak Djokovic ou David Goffin, les sensations Peter Gojowczyk ou Jérôme Hénel, le Moselle Open, tremplin à champion ou théâtre de parcours improbables, s'apprête à fêter ses 20 ans lors d'une 20e édition événement. Elle se déroulera, une fois n'est pas coutume, du samedi 4 au samedi 11 novembre, entre le Masters de Paris et le Masters de Turin. Avec son directeur emblématique Julien Bouter, voici l'histoire sportive d'un tournoi pas comme les autres. Avant Peter Gojowczyk, il y a eu Jérôme Hénel. Avant l'Allemand en 2017, l'Alsacien réalise la prouesse en 2004 de remporter le Moselle Open en sortant des qualifications. Il remporte le seul tournoi ATP de sa carrière en matant un certain Richard Gasquet, dont c'était la première finale sur le circuit à l'âge de 18 ans. Aussi incroyable que cela puisse paraître à l'époque, le Biterrois ne remportera jamais le Moselle Open. Il est le seul des 4 mousquetaires des temps modernes à ne pas y être parvenu. Donc l'été 2004, j'ai arrêté ma carrière et donc je rentre vraiment dans l'organisation, aux côtés aussi de Patrice par rapport aux joueurs. Et c'est une année qui est assez incroyable puisqu'on sort d'une année 2003 qui était juste incroyable, de par le plateau, de par l'ambiance, de par les finalistes avec Clément Gonzalez et le vainqueur, Arnaud Clément. Et automatiquement, la deuxième année, elle part de la même façon. On arrive à avoir un plateau incroyable. Et à ce moment-là, je goûte les premières désillusions d'organisateurs d'événements. C'est qu'une semaine avant le tirage au sort, donc qui se faisait à l'époque un vendredi, chaque jour de la semaine, il y a une de nos meilleures têtes de série qui se retire pour cause de blessures, de problèmes X ou Y. Et donc on a des joueurs comme de mémoire comme Blake, comme Verkerk, comme Gonzalez, Nadal. Et Nadal qui était à l'époque un petit peu dans la même situation que Djokovic quelques années plus tard. Et là on se dit, oh, qu'est-ce qui nous arrive? On dit, il va falloir que ça s'arrête. Et donc au final, de nos 8 premières têtes de série, il y en a 6 qui déclarent forfait. Grosjean aussi faisait partie du... Et là, bien sûr, dans la presse et autres, des messages, publicité mensongère. Et il y a une crise, ma première crise à gérer, qui est de dire, voilà, certes, c'est un sport individuel, donc et il y a une hécatombe, mais qui est catastrophique. Jérôme Hénel sort des qualifications, et c'est vrai que cette finale et ce parcours, on en parle encore maintenant, parce qu'il bat les meilleurs Français de l'époque, que ce soit successivement Clément, Paul-Henri Mathieu, Gasquet en finale, il me semble. Et en plus, que des matchs qui ont un peu la même tournure, ou très accrochés, avec un tie-break décisif. Et nous, on était là, on se dit, le premier en quart, à un moment, 5-5 dans le tie-break, il va craquer. Et non, justement, à ce moment-là, il faisait le bon coup, et les joueurs d'expérience, eux, n'allaient pas... Ils ne craquaient pas, mais ils n'allaient pas chercher le match. Ce qui est révélateur. En général, quand on est costaud et quand on est leader, à un moment, on a la possibilité, on va chercher le match. Et les 3 ne le font pas. Et la grande classe de Jérôme à ce moment-là, c'est que lui, il a été prendre sa chance systématiquement. Et il gagne cette édition avec, et je crois, sur les 32 joueurs, on devait avoir plus de 20 joueurs ou une vingtaine de joueurs qui étaient français, puisqu'automatiquement avec les wildcards, avec les joueurs qui se sont qualifiés et autres, on avait les 2 tiers des joueurs du tableau qui étaient français. C'était une édition très particulière, mais qui a donné son lot de rebondissements, et surtout le public s'est attaché à l'histoire de Jérôme Hénel parce que le public l'a suivi, sortir des qualifications et match par match, et c'était lui qui était le plus soutenu, bien qu'en face de lui, il y avait déjà des stars du tennis. Jérôme Hénel, est-ce que tu estimes que sur ce tournoi il était en chaleur, finalement, comme on dit dans le jargon?
Oui, on l'appelle en chaleur. C'était une semaine de grâce où il était intouchable. C'est évident puisque chaque fois, il faisait très peu de fautes, il jouait juste, il avait un calme qui était juste. Il avait une sérénité qui se dégageait, qui était juste affolante, qui était une sérénité d'un leader qui était tranquillement top 10 en termes d'attitude et de gestion de l'émotion, du stress, des moments importants, même les choix tactiques. C'était assez impressionnant. Il n'y a aucun des joueurs qui lui a donné le match. C'est vraiment lui qui est venu les chercher et il est venu tout seul, voilà, comme un grand chercher ce titre. Alors on l'a dit, hein, on n'a qu'un seul tournoi dans notre cœur, c'est le Moselle Open. Mais difficile de ne pas parler de Roland Garros puisque Hugo Humbert a enfin réussi à passer un tour dans le tournoi parisien. Et ça, c'est pas rien, Arnaud. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on l'attendait avec impatience. Il était attendu au tournant, surtout Hugo Humbert, après ses récents sacres au Challenger de Cagliari, puis à Bordeaux. Il avait montré que finalement, il avait le pied terrien. Fallait-il encore confirmer à Roland Garros? Alors, il a eu un tout petit peu de chance au tirage au sort, puisqu'il est tombé face à Adrian Mannarino. On sait que lui, vraiment, Adrian Mannarino, il exècre la terre ocre, donc c'est vrai qu'il lui a collé 6-3, 6-3, 6-1. Donc ça a été une promenade de santé pour Hugo Humbert. Je dis qu'il est tombé sur le meilleur adversaire possible. Après, la démonstration, elle est là, elle est bien là. Donc c'est vrai que Hugo Humbert a vraiment réalisé un premier tour serein, digne de son nouveau statut, digne de son statut de numéro 1 français. On l'attend forcément avec impatience lors du deuxième tour. Exècre la terre ocre. Il fallait la placer, celle-là, bien jouée, Arnaud. Merci. Et on va refaire le lien avec le Moselle Open puisque Hugo Humbert va se retrouver au prochain tour face à Lorenzo Sonego, le dernier vainqueur du Moselle Open. Valentin, ça va être un beau match. C'est ça, Sonego qui a battu Bublik en finale en septembre dernier au Moselle Open. C'était un très bon match, on s'en souvient tous, moi le premier. Mais voilà, Humbert aujourd'hui, comme tu le disais Arnaud, il a un nouveau statut, il est numéro 1 français, mais il a aussi changé d'entraîneur. Maintenant, il est avec Jérémy Chardy, qui le coach, qui était un spécialiste de la terre battue aussi. Et pour Humbert, ça n'a jamais été sa surface de prédilection. À chaque fois, ça change tout là vraiment. C'est ça. À chaque fois, il grimpait un peu pendant la saison, puis il redégringolait au classement pendant la saison sur terre battue parce que justement, il n'était pas bon sur cette surface. Après, il se récupérait un peu sur gazon, puis sur dur. Mais voilà, aujourd'hui, il a vraiment comblé ses lacunes, il a progressé sur terre battue, ça va beaucoup mieux, et on peut espérer qu'il prenne le dessus sur Lorenzo Sonego. Puis il arrive avec un plein de confiance après Bordeaux. Il a gagné 2 tournois sur terre. C'est ça en fait, c'est la confiance. Un Français aujourd'hui, c'est impressionnant de le voir revenir comme ça. Oui, mais vraiment, je retiens ce que dit Valentin, c'est la confiance. La confiance, elle est là sur la terre battue. C'est une surface qui demande justement beaucoup d'engagement, de combativité. Et si tu as la confiance, eh ben, tu peux t'engager un petit peu plus, proposer un peu plus de choses. Et effectivement, je pense que l'arrivée dans son staff de Jérémy Chardy a joué énormément dans ce domaine-là. Donc c'est vrai qu'on peut penser qu'au deuxième tour, ça va être surtout un très beau match parce que Lorenzo Sonego sur terre battue, c'est aussi un bon joueur. Il l'a prouvé au premier tour. Lui, il avait un vrai adversaire entre guillemets face à lui, puisque Ben Shelton est tête de série numéro 30 du tournoi, l'américain. Alors on sait que les Américains, c'est pas forcément leur surface de prédilection non plus. En tout cas, la performance, elle est là de la part de Lorenzo Sonego. On peut s'attendre en tout cas à un très beau match. Et si tu me permets, c'est vrai que ce premier jour de compétition, c'était vraiment, j'avais l'impression d'être au Moselle Open, puisque dès le premier match, c'était entre le Hubert Hurkacz, vainqueur en 2021, qui a battu en 5-7 David Goffin, vainqueur en 2014. Ça a été un super match. Puis la journée s'est terminée avec Lucas Pouille, la belle histoire de ce début de tournoi. Lui qui avait remporté le tournoi en 2016 face à Dominic Thiem. Alors, les archives du Moselle Open, d'ailleurs, on continuera de les exhumer semaine après semaine avec Julien Bouter. Et moi, j'ai envie d'aller vers un autre tournoi et j'ai envie de parler de Léolia Jean-Jean. Alors, elle n'est pas mosellane, mais c'est la tenante du titre du Waves Open, un titre qu'elle ne pourra pas remettre en jeu puisque le tournoi n'a pas lieu cette année, bien malheureusement. Mais elle aussi, elle passe au second tour. Oui, effectivement, c'était sur le cours numéro 14. J'ai assisté à son match. Il a tout vu. Je peux la remercier parce que j'y cuis vraiment pendant 3 heures. On avait tous l'impression que le match allait se terminer au bout de 2-7 assez tranquillement. Et puis elle a eu le syndrome des Français, c'est-à-dire le petit bras, comme on dit dans le jargon, je sais que ça te plaît, en tout cas le bras qui tremble. Elle a eu 6 balles de match, mais son adversaire, l'Australienne Kimberly Birrell, a vraiment pris sa chance. C'est vraiment elle qui a joué des coups incroyables, mais c'est vrai que Léolia Jean-Jean, je pense qu'elle a simplement remis la balle dans le cours en espérant une faute de son adversaire. Elle s'en sort bien, son adversaire a terminé avec des crampes, c'était difficile. 3 heures de match pour s'imposer donc 6-4, 6-7, 6-3.
C'est bien. Maintenant, on se souvient que l'an dernier, elle avait terminé au 3e tour. Elle a une petite chance de refaire le même parcours. Elle aurait pu tomber sur la Suissesse Bencic, qui est 12e joueuse mondiale, mais celle-ci revenait de blessure, était à court de forme. Elle a pris la porte d'entrée. Elle va tomber sur Elina Avaniessan, 134e joueuse mondiale, 20 ans, et c'est une joueuse qui avait été éliminée au 3e tour des qualifications, un peu comme l'adversaire de Lucas Pouille. Donc il y a un bon coup à jouer pour Léolia Jean-Jean, et on sait très bien en plus qu'après une telle perf comme cette Russe, c'est parfois difficile d'enchaîner. Maintenant, Léolia Jean-Jean, il faut qu'elle n'ait pas le bras qui tremble, qu'elle y aille à fond. Elle va encore être soutenue par le public français. Elle a sa chance, à elle de la prendre et d'aller au 3e tour. Ouais, face à une lucky loser. 4 balles de match. C'est ça, face à une lucky loser, il faudra peut-être pas avoir 3 heures de match de nouveau. Si elle veut aller loin dans le tournoi, il faudra bien récupérer. En tout cas, messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. Merci Arnaud, merci Valentin d'avoir été avec moi pour décrypter l'actualité sportive du week-end. Merci aux équipes techniques et moi, il me reste qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, transpirez bien. Moselle Sport avec Véloland, votre spécialiste pour toute la famille.